On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur la plupart des sites de partage de vidéos, sur electronlibre.info, sur Clubic, sur le CD-ROM du magazine iCreate et sur les applications iPhone, iPad et Android. On refait le Mac. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, une émission exceptionnelle en compagnie de Jean-Michel Jarre. Tout de suite, c'est le sommaire. Un numéro exceptionnel d'On refait le Mac cette semaine avec comme invité Jean-Michel Jarre. Le pionnier de la musique électronique revient sur sa rencontre avec l'ordinateur et comment le numérique a profondément changé la création musicale, et ce, pas toujours en bien. L'artiste nous révèle son côté geek, son rapport au Mac en particulier, mais aussi l'iPad qui l'accompagne désormais sur scène, une passion qui a conduit l'artiste à lancer sa propre gamme de docks pour iPhone et iPad. On refait le Mac, épisode 82. Rendez-vous avec Jean-Michel Jarre. Avec comme invité cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric, tu es où ? Je suis à New York, c'est dommage que je puisse pas retourner la caméra pour te montrer parce que je suis dans Soho et il fait un temps absolument sublime, donc je suis très triste d'être coincé à l'intérieur, même si je suis ravi de te retrouver. Voilà. Autre chroniqueur qu'on retrouve chaque semaine dans On refait le Mac, c'est Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo, de retour. Ben oui, salut à tous. J'ai vu sur Twitter que comme j'étais pas là la semaine dernière, la semaine d'avant, les gens s'inquiètent. Je vous ai manqué à tous, donc voilà, je suis de retour. Suffit de demander très fort. Ben voilà, autre chroniqueur que vous avez découvert il y a 15 jours pour notre spécial musique, spécial streaming, c'est Julien. Et qui s'incruste, disons-le. C'est Julien Audara, un ancien d'une grande maison de disques et un spécialiste de la musique numérique. Bonjour Julien. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Et cette semaine, un invité exceptionnel dans On refait le Mac. Il s'agit bien sûr de Jean-Michel Jarre. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Merci. Moi, je suis à Paris et il fait un temps qu'on pourrait qualifier temps de merde. Oui, voilà. C'est bien résumé. Très gris. Jean-Michel, je crois qu'on n'a pas besoin de vous présenter. Vous êtes vraiment le pionnier de la musique électronique et le champion des méga concerts réunissant des centaines, des milliers de personnes de par le monde. Des millions, dis-le. Des millions même, oui, voilà. On peut le dire. Le concert de Houston, le concert de Pékin, le concert de la Défense, et puis on a eu plus récemment le concert lors du mariage princier à Monaco. C'est ça, Jean-Michel ? Ah oui, absolument, entre autres. Et puis vous êtes actuellement en tournée un peu partout en Europe, et vous avez pu vous libérer pour nous, c'est bien sympathique. Alors, votre actualité, ce n'est pas que l'artiste, c'est aussi l'entrepreneur. Vous avez créé une ligne de dock pour iPod de la marque Jarre Technologies, plutôt audiophile pour iPhone. Mais n'allons pas trop vite, on va plutôt essayer de dresser ensemble, si vous êtes d'accord Jean-Michel, votre portrait de geek, voire de pionnier de l'informatique. C'est vraiment le cas, Jean-Michel. Vous avez accompagné cette révolution numérique ces dernières années. Si on parle du Mac, c'est vrai que je suis passé par toutes les étapes du Mac depuis les tout premiers Mac 1 et 2, et puis jusqu'à maintenant, et jusqu'aux iPads dont je me sers quotidiennement, et dont on aura l'occasion d'en parler, mais dont je me sers d'ailleurs même sur scène. Donc je crois que je suis même un des premiers à m'en servir réellement comme instrument de musique en live sur scène, qui est repris à caméra, enfin on en parlera tout à l'heure. Ouais. Donc effectivement, je suis d'abord un curieux de la technologie, qu'elle ait été analogique d'abord et numérique ensuite. Et aujourd'hui, en plus, un grand convaincu du fait du merge inévitable entre le numérique et l'analogique. Je pense que, d'ailleurs, un des grands succès de Steve Jobs n'aura pas été pour moi dans le monde du numérique, paradoxalement, mais plutôt dans le monde de l'analogique, puisque il a révolutionné vraiment, il a changé, il a complètement fait exploser la marque Apple par des objets dont on ne peut pas se passer, je dirais d'abord affectivement, émotionnellement, et donc le contenant et la forme et l'esthétique qu'il a pu introduire dans le monde du numérique est quelque chose d'absolument unique et rappelle bien à quel point nous sommes des animaux analogiques et dont on a besoin, quoi qu'il arrive, de ne pas être complètement dans le virtuel, mais d'être rattaché à l'objet.
Des animaux analogiques, c'est bien dit. C'est vrai que lorsque vous avez commencé la musique, l'ordinateur personnel était encore, je dirais, en gestation. Quel est votre souvenir précis, votre première rencontre avec justement ce type d'ordinateur, ce type d'objet qui a certes aujourd'hui, vous le disiez, envahi le quotidien de Monsieur Tout-le-Monde, mais votre métier et votre art, ça s'est fait plus progressivement. Il a fallu vraiment presque inventer les objets, Jean-Michel. Vous vous souvenez du premier souvenir, votre premier Apple ou votre premier ordinateur que vous avez utilisé ? Le premier souvenir que j'ai pu avoir du Mac, et en fait, parlons du Mac 2, enfin des premiers Mac 2, vraiment c'était le début des ordinateurs portables. En fait, il n'était pas du tout orienté pour le son, pour la musique. En fait, c'était plutôt à cette époque-là, quand on a commencé la musique sur ordinateur, c'était plutôt sur Atari, sur ce genre de choses qui a eu les premiers logiciels, comme vous devez le savoir. Et donc Mac était. Monsieur dans l'oreillette que vous avez commencé sur Atari, mais ce qui était le cas beaucoup de musiciens à l'époque. La plupart du temps, mais parce que les Mac n'étaient pas orientés, il n'y avait pas vraiment de soft à l'époque qui était orienté pour la musique. Donc pour moi, mes premiers contacts avec Mac, ce qui m'intéressait, c'était tout l'aspect visuel, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait faire sur le plan visuel. Et d'ailleurs, dans les premiers clips que j'ai pu faire à cette époque, j'ai utilisé les premiers logiciels extrêmement primitifs et low-fi et low-def qu'il y avait sur Mac et qui étaient tout à fait extraordinaires pour l'époque. Et ça a été vraiment le premier contact que j'ai pu avoir. Et puis aussi... on s'est servi aussi en détournant les Mac, on a fait un peu de l'internet avant la lettre, notamment dès vraiment le début des années 80 avec Laurie Anderson en particulier, où on a enregistré, elle à New York et moi à Paris, des voix et de la basse aussi avec Marcus Miller. On passait une nuit entière à faire passer ce qui était enregistré géographiquement à New York et à Paris, ce qu'on fait aujourd'hui communément, mais qui était une petite performance à l'époque. Ouais, les réseaux avant l'heure. Messieurs, vous intervenez quand vous voulez, si vous avez des questions. Ah bah oui, alors on va le faire. Juste une petite précision, vas-y. La force à l'époque d'Atari, et ce qui a fait que finalement la musique est devenue un instrument, enfin l'informatique est devenue un instrument de création musicale, c'est le MIDI, et l'Atari avait cette fameuse interface MIDI qui manquait tellement au Mac à ses débuts. C'est bien ça, Jean-Michel ? Exactement. Cédric ? À partir de, est-ce qu'on arrive à dater le moment où vous avez commencé à créer vraiment sur ordinateur, outre ce qu'on entendait là avec Marcus Miller et Laurie Anderson, à composer vraiment, c'est-à-dire à le prendre comme outil de base de la création? Au fond, dès le milieu des années 80, quand on a, comme vous venez de le dire, quel que soit au fond l'ordinateur, quand on a pu avoir accès au MIDI et qu'on pouvait dialoguer entre une plateforme numérique, quel qu'elle soit, enfin un ordinateur, et puis des instruments. Et donc, où peu à peu, l'ordinateur est devenu, a commencé à concurrencer le magnétophone, puis le remplacer, et pour être un séquenceur dans lequel on pouvait faire du montage, etc. Mais l'enregistrement audio étant venu plus tard, puisqu'au départ, il s'agissait quand même surtout de l'utiliser en MIDI, avec toutes les galères et les problèmes de l'époque, qui étaient notamment les problèmes de latence, de décalage. Il y a eu une zone noire. Quand on parle de tout ça, moi je n'en parle pas nécessairement avec plaisir, disons, sur le plan de l'utilisation, mais plutôt sont plutôt des souvenirs douloureux, indépendamment de la fascination et de l'émerveillement que comportait le fait d'aborder un nouveau monde qui était celui du numérique. Sachant que, pour résumer, c'est très difficile de résumer une si grande carrière en si peu de temps, mais vous avez commencé au conservatoire par de la musique expérimentale, ce qui peut expliquer votre évolution et l'arrivée à la musique électronique, qui n'existait pas encore, on peut le dire, la musique électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui, bien sûr. On peut dire que vous l'avez un petit peu, voire beaucoup inventé, et ça vous a amené à faire utiliser les premières solutions de séquençage, de séquenceurs, mais à l'époque on utilisait des magnétophones, c'était purement l'analogique, avec des bandes magnétiques. Disons que pour essayer de résumer un petit peu la réponse, moi j'ai abordé d'abord, j'ai eu une formation classique, j'ai joué dans des groupes de rock, et ensuite je suis rentré au groupe de recherche musicale chez Pierre Schaeffer, qui est vraiment l'inventeur de la musique électroacoustique et de la musique concrète, le premier qui a approché la musique, qui était en fait, il y avait Stockhausen en Allemagne et Pierre Schaeffer en France, mais Pierre Schaeffer est vraiment celui, et lui seul, vraiment, qui a
qui a vraiment apporté une nouvelle manière d'approcher la musique avec cette idée toute simple qui est de considérer pas seulement la musique en termes de notes et d'harmonie, mais en termes de son, et de travailler sur la matière sonore comme un peintre pouvait travailler sur la matière d'huile, de tout ce qu'on veut, de matériaux, etc. Et donc c'était tout à fait une nouvelle manière de penser la musique, qui n'était pas seulement un style musical comme le rock ou le hip-hop, mais une manière d'écrire et de composer et de conceptualiser la musique. Donc, c'est-à-dire d'être son propre luthier et d'inventer et de créer des nouvelles textures sonores. Et des nouveaux instruments, voire de nouveaux instruments. Et donc des nouveaux instruments. Alors au départ, ces instruments sont les instruments analogiques, les oscillateurs, les filtres, etc., qui sont toute une banque d'appareillage et d'appareils analogiques. Le numérique venant beaucoup plus tard. Et à ce moment-là, on ne parle pas du tout de séquenceurs. Enfin, moi, je crée d'ailleurs, je pense, le premier séquenceur avant le MIDI avec l'ingénieur qui travaillait avec moi à l'époque, pour pouvoir justement synchroniser des séquences entre elles. Mais la plupart du temps, il faut dire que ces séquences étaient plutôt jouées à la main dans mon cas, et dans le cas de pas mal de gens de cette époque, où finalement l'aspect répétitif était un aspect répétitif qui était en fait qui partait du jeu, un peu comme la musique aujourd'hui, par exemple de Philip Glass, quand il fait des séquences avec des cordes, avec un orchestre. Et en fait, finalement, c'était ça, avec des instruments électroniques, mais l'enregistrement et le séquençage si je puis dire, des différentes parties, est venu beaucoup plus tard avec le numérique et avec le MIDI. Donc au départ, moi, j'aborde la musique électronique pas du tout de manière numérique et pour cause, mais de manière totalement analogique. Il a fallu l'inventer, Jean-Michel, la musique numérique, en fait. Oui, et en plus, la musique numérique, il faut se méfier de quoi on parle, parce que ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que la musique, en fait, il y a eu l'époque numérique au début des années 80, a démarré pour la musique avec l'avènement du CD, et où tout le monde s'est jeté sur le numérique en se disant ça va être le Graal de la musique, sur le plan de la reproduction, sur le plan de la conception, etc. Et malheureusement, ça n'a pendant longtemps. Voilà, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, dans la mesure où ça a été malheureusement, un des premiers signes, un des signes avant-coureurs de l'énorme crise de l'industrie musicale aujourd'hui, c'est-à-dire finalement pour les maisons de disques, de confondre l'outil numérique, qui est un outil créatif par excellence, avec le fait de pouvoir vendre la musique comme du dentifrice et comme des boîtes de Kleenex dans les supermarchés. Et ça a été le début de la fin qui nous amène aujourd'hui à cette espèce d'industrie qui ne sait plus où mettre, ou qui se mord la queue. Exactement. Justement, sur le CD, il y a eu quand même quelques trucs qui étaient très intéressants. Je me souviens du concert Houston-Lyon. Tu avais enregistré en DDD, si je ne m'abuse, à l'époque. Full numérique. Pour ceux qui suivent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce de... Enfin bon, évidemment, on n'a jamais beaucoup de temps pour parler en profondeur de tout ça, parce que ça demanderait plus de temps que ce que nous avons maintenant. Mais très rapidement, je veux dire que... Alors, quand on parle du DDD, etc., pour moi, c'est une époque qui était une époque de... pour moi, toute cette époque, et le CD, pour moi, aujourd'hui, si je suis franc, pour moi, c'est un peu la VHS du numérique, ou le 78 tours du disque. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a régressé. C'est-à-dire que le CD, clairement, était bien moins bon que le vinyle. Aujourd'hui, le MP3 étant encore moins bon que le CD, il y a une partie du numérique qui nous a plutôt apporté, en fait, paradoxalement, une régression qu'une amélioration. Et donc, le tout numérique dans lequel on a tous plongé est quelque chose qui a planté quand même pas mal de monde. On a passé énormément de temps à devenir des archivistes, à se dire qu'on avait des instruments qui nous offraient paradoxalement, qui nous faisaient croire qu'on n'avait pas de limites. Et donc on sait très bien que toute expression artistique a besoin de limites, et c'est à travers les limites qu'on se fixe d'ailleurs, ou qui sont fixées par la technologie, que les choses les plus intéressantes ont vu le jour. Donc cette espèce de mélange entre d'un seul coup des instruments qui étaient jusque-là des instruments faits par des artisans, des luthiers, notamment tous les synthés analogiques type Moog, etc., ont été remplacés par, indépendamment des ordinateurs, par des instruments numériques, notamment développés par les Japonais, qui étaient style DX7, tout ce qu'a fait Yamaha, etc., à l'époque des années 80, ou qui ont en fait détourné
toute la poésie de l'analogique sur le plan de la recherche de son par des espèces d'instruments à preset qui faisaient croire aux gens que chez eux, ils pouvaient reproduire le son d'un trombone, d'une trompette ou d'un violon, ce qui n'était évidemment pas le cas. Et on s'est tous branchés là-dessus parce que ça nous excitait, mais en fait, et ça a donné ça un son assez transparent qui a son charme, qui est d'ailleurs le son un peu qu'on entend dans beaucoup d'enregistrements des années 80. Et il a fallu vraiment attendre ces 10 dernières années, au fond depuis les années 2000, et au fond d'ailleurs depuis la deuxième explosion d'Apple grâce au retour de Steve Jobs, pour arriver aujourd'hui à ce qu'on ait, on ait des procédés d'enregistrement et de travail et d'approche du son assez comparables à l'analogique d'il y a 30 ans. Mais il a fallu attendre au moins 20 ans. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, où on s'est finalement fourvoyé pendant un moment. On a été tous les pionniers du numérique, que ce soit dans la photo, dans le cinéma un peu moins parce ils ont été très très prudents et ils sont restés quand même beaucoup sur l'argentique jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à ces dernières années. Ouais. Mais nous, on a vraiment plongé là-dessus, y compris dans l'enregistrement. Et moi, j'écoute aujourd'hui, par exemple, des enregistrements d'il y a une vingtaine d'années en numérique, et franchement, c'est pas bon. C'est-à-dire que le 16 bits et le 44.1, le format du CD est bien moins bon qu'il a fallu attendre vraiment la haute def dans le son, c'est-à-dire le 96 kHz, 24 bits ou le 192, pour maintenant arriver à une qualité qui soit je dirais, comparable à l'analogique. Voilà. Aujourd'hui, on en parlait avant cette émission avec Julien, Odara, vous avez été l'un des premiers à sortir des albums en 5.1, donc avec une excellente qualité d'écoute, c'est sur 5 canaux, 5 enceintes comme au cinéma, en Dolby. Aujourd'hui, d'écouter, et on va parler des docks que vous commercialisez, écouter sa musique sur simplement 2 voix en MP3 avec une compression qui est quand même plus importante que celle du CD, vous en parliez à l'instant, est-ce que c'est pas une régression pour vous aujourd'hui, Jean-Michel ? Bah oui, mais je pense que c'est une régression. Moi, je suis pas du tout négatif. Je pense que c'est pas du tout une régression définitive. Je pense qu'il y a eu effectivement c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé, pas pour des raisons commerciales, mais des raisons plutôt artistiques et conceptuelles, de réfléchir à des iPod Dock ou de manière plus générale, disons, de réfléchir à ce que pourrait être l'hi-fi au 21e siècle, c'est-à-dire d'essayer pour 2 raisons très simples, qui recoupent totalement la question, et ce que Julien d'ailleurs connaît bien, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler quand on a pu travailler ensemble. C'est-à-dire que moi je pense qu'on est passé du vinyle. 5.1, c'est bien ça. C'est ça, exactement, à l'époque de Warner, effectivement. Et donc déjà pour moi, il y avait déjà l'envie de me dégager ou de me sortir, d'essayer de pousser un peu les frontières de la manière dont on écoutait la musique et dont on écoute la musique aujourd'hui. Je m'explique très brièvement. On est passé du vinyle qui était d'une très très bonne qualité, qui avait des imperfections mais de très bonne qualité, au CD qui était de moins bonne qualité, et au MP3 qui est encore pire. Et dans le même temps, on a la chaîne hi-fi qui trônait dans les salons a été remplacée petit à petit par des petits haut-parleurs en plastique de chaque côté de son laptop. Et au fond, plus la musique la musique est devenue nomade, c'est-à-dire plus on a eu la possibilité d'écouter la musique n'importe où, c'est-à-dire de l'avoir dans sa poche aujourd'hui, moins dans le même temps on s'est intéressé à la manière dont on restitue cette musique et dont on la consomme. Et qu'il y a eu une dichotomie ou un chiffre de plus en plus grand entre la manière dont on produit, nous musiciens, de la musique dans les studios avec une qualité qui est de plus en plus élevée, et la manière dont on la consomme et dont les gens, dont notre auditoire ou notre audience l'écoute, qui est de moins en moins bonne. Donc avec notamment les fichiers qui sont les fichiers MP3 qui sont, comme on le sait, moins bons que le CD. Bon, tout ça évidemment est provisoire dans la mesure où je pense qu'il faut aujourd'hui restaurer le lien émotionnel qu'on a un peu perdu avec le son, avec la musique. Et c'est pour ça d'ailleurs le succès énorme du spectacle vivant et des concerts par rapport à l'industrie du disque qui a des graves difficultés, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a moins envie d'écouter de la musique sur des systèmes qui n'existent plus. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, moi je me suis intéressé beaucoup ces derniers temps à la manière dont on restitue ma musique chez soi. Dernier point pour illustrer c'est ce que je viens de dire, c'est que sur le plan du cinéma, par exemple, l'industrie du cinéma n'a pas du tout fait la même erreur. C'est-à-dire que vous prenez des gens comme Spielberg ou comme David Lynch ou David Fincher ou autres, sont des gens qui sont des obsédés de la restitution de leurs films, jusqu'à aller
jusqu'à aller tester leurs films dans les salles de cinéma. Il ne faut pas oublier quelqu'un comme Kubrick, quand il sort Barry Lyndon, va jusqu'à faire repeindre certaines salles de cinéma dans le monde. C'est dans son contrat. Alors ça, c'est sans aller jusque-là. Nous, les musiciens, on a tendance un petit peu à s'obséder complètement sur la qualité de ce qu'on fait dans le studio et de ne plus s'intéresser du tout, dès que le mixage et le mastering est fait et que notre création sort du studio d'enregistrement ou de la maison de disque, finalement, on n'a aucun contrôle et on s'y intéresse assez peu. Et je pense que c'est extrêmement important de s'intéresser de la chaîne de la composition et de la création en studio jusqu'au moment où vous, auditeurs potentiels, allez écouter ce que j'ai fait ou ce que nous faisons. Je pense qu'on réalise qu'on a fait une sorte de marché faustien avec une espèce de baisse graduelle de la qualité en partant du vinyle, en passant par le CD, en arrivant au MP3, même si Jean-Michel a raison, je pense que tout ça est transitoire et que là aussi la technologie va trouver des solutions, ne serait-ce qu'en faisant rehausser les débits avec l'accélération des réseaux, etc. Avec le bien fait sûr, que le stockage c'est en train de se faire d'ailleurs. Et ce marché faustien, on l'a fait contre l'accès, c'est-à-dire que moi j'ai le souvenir, c'est là qu'on voit qu'on est tous des vieux cons, moi quand j'étais jeune, je prenais des cars le vendredi soir pour aller à Londres, passer mon week-end au Virgin Megastore à acheter des vinyles que je ne trouvais que là, etc. Donc c'était merveilleux parce qu'il y avait cette espèce Madonna, moi, vous voyez, en vinyle. Et voilà, oui, non, moi j'achetais Public Image, j'achetais des trucs un peu plus, voilà. Mais évidemment il y avait la rareté, évidemment il y avait le plaisir incroyable de la découverte. Aujourd'hui, on a échangé ça contre de l'accessibilité, c'est-à-dire aujourd'hui Deezer, Spotify, tout à coup on me parle d'un album dans la rue, je peux l'avoir immédiatement sur mon mobile. Alors c'est vrai qu'on a peut-être perdu un peu cette fraîcheur d'aller chercher le disque. Moi, on a tous ces souvenirs d'être allé à l'ouverture de la Fnac pour acheter un album le jour de sa sortie, etc. Ça savourait, c'était merveilleux, c'était génial. Oui, mais enfin en même temps, quelle simplicité aujourd'hui. On a un accès immédiat à l'essentiel du catalogue musical mondial à la seconde avec un appareil qu'on a déjà dans notre poche. Ça, c'est forcément génial. Je pense que le reste des problèmes, ou en dehors des problèmes commerciaux, parce que ça a quand même totalement révolutionné le marché de la musique pour le meilleur et pour le pire, tout ça va se régler. Avant de parler de la gamme de Jar Technology, un petit mot quand même sur les logiciels de création musicale qui sont de plus en plus démocratisés. Vous en parliez en amont de cette émission, Jean-Michel, et c'est une question récurrente de beaucoup de gens sur Twitter, puisqu'on a demandé à ce qu'ils vous posent des questions sur Twitter, et une des questions, c'est de savoir quel regard vous portez sur ces instruments de musique qui sont de plus en plus grand public. On pense à GarageBand notamment sur Mac, qui maintenant est arrivé sur iPad et sur iPhone, et là vraiment c'est vraiment un logiciel qui est accessible de 7 à 77 ans. Quel regard vous portez? Et au-delà, question Twitter récurrente qu'on nous a posée avant le début de cette émission, est-ce que vous utilisez ces objets-là et ces logiciels-là, Jean-Michel? Oui, totalement. Alors, moi, je pense que la grande révolution pour moi, en tant que musicien, c'est l'iPad. Moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient au départ de l'iPad en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc qui est entre l'iPhone et le Mac et qui ne sert pas à grand-chose. Et moi, j'étais un très très grand fan de l'iPad, même au moment où il se faisait, puisque j'étais en relation avec les gens d'Apple avec qui je suis assez proche, et j'étais toujours très très convaincu. J'étais très convaincu par l'iPad, et l'iPad pour moi est un instrument que j'utilise aujourd'hui sur scène. D'ailleurs, je pense être un des premiers à le faire. C'est-à-dire qu'il y a quelques applis que j'utilise où vraiment exactement comme j'utiliserais un instrument analogique ou un violon ou une guitare. N'oublions pas une chose, c'est que moi, quand on parle des instruments analogiques, c'est pas du tout par réflexe rétro. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que aujourd'hui, le rêve de n'importe quel guitariste, c'est de jouer sur une Fender de 64 ou une Les Paul 58, ou pour un violoniste aujourd'hui en 2011, c'est de jouer sur un Stradivarius qui a été inventé au XVIIe siècle, et fabriqué plus exactement. C'est-à-dire que ça veut dire que dans la lutherie, il y a à un certain moment des gens dans l'histoire qui ont un savoir-faire qui est irremplaçable, et qui n'est pas lié, qui est lié à un savoir-faire, qui n'est pas nécessairement lié à un progrès technologique. Donc un instrument comme le Mellotron ou comme le Moog sont des instruments qui seront exactement dans les siècles à venir comme un violon ou comme une trompette. Je veux dire, c'est totalement intemporel. Et aujourd'hui, pour moi, dans le digital, le premier instrument qu'on peut comparer à ça, c'est l'iPad, parce que c'est le premier instrument totalement numérique à nous proposer une véritable interface, qui est une interface dont on peut se servir en étant
un être humain, c'est-à-dire qu'il faut oublier qu'un être humain a 10 doigts, que la taille d'une main est une obligation, une référence. On ne peut pas travailler sur un truc qui fait 25 mètres de long et on ne peut pas non plus travailler sur quelque chose qui fait 3 mm. Donc il y a des références, je dirais, ergonomiques ou des obligations ergonomiques. L'iPad est le premier instrument qui permet vraiment de s'exprimer vraiment avec le numérique. Et pour moi, par exemple, la tournée que je suis en train de faire, je fais il y a un morceau où j'ai absolument des instruments qui sont des instruments analogiques qui datent même des années 20 ou des années 30, et comme le thérémine. Et dans le même morceau, j'utilise l'iPad. Et tout ça est repris en caméra en live où les gens voient chaque soir d'ailleurs que j'utilise l'iPad comme un instrument, exactement comme j'utiliserais un clavier, un piano. Où il n'y a aucune différence. Rodrigo, je crois. Vous utilisez quel logiciel sur votre iPad ? Alors, j'en utilise pas mal. Pour l'instant, j'utilise beaucoup l'appli Animoog, qui est l'appli qui a été développée par Moog, et qui est un Moog qui apporte autre chose que justement le Moog analogique. Et pourquoi je parle de ça ? C'est que tant que il faut une fois pour toutes qu'on invente, et tout ça reste à faire quand même, la plupart des instruments aujourd'hui qu'on a à notre disposition sur les plateformes numériques sont des émulations d'instruments analogiques. Donc, si vous voulez, c'est pas particulièrement intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, pour $30, on peut jouer d'une imitation d'un truc qui en vaut 3000 ou 2000. Donc ça vaut le coup sur le plan commercial ou sur le plan économique. C'est vrai que, comme on le disait, ça permet de démocratiser la musique d'une manière extraordinaire. Mais sur le plan du son, quand on fait la comparaison entre les deux, il n'y a pas photo. On peut pas remplacer, je parle d'une Les Paul Gibson, on peut pas remplacer une Gibson par une émulation de Gibson faite par une émulation de synthé de guitare sur un instrument numérique. Ouais. En revanche, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'a fait Moog notamment, mais il y a beaucoup d'autres applis sur l'iPad, c'est justement d'utiliser les ressources de l'iPad pour s'en servir comme véritable interface, et ça c'est une nouveauté, et c'est évidemment là-dessus qu'on doit aller. Un petit mot par rapport à l'industrie de la musique en disant finalement c'est pas très sexy d'avoir aujourd'hui un fichier, etc. Moi je suis pas d'accord. Paradoxalement c'est étonnant que ça puisse venir, ça pourrait vous paraître étonnant que moi je sois celui qui disent un peu le contraire. C'est-à-dire que, pour l'instant, effectivement, il n'y a rien de moins sexy et de moins intéressant que de se télécharger des MP3 sur iTunes ou ailleurs, et puis de télécharger une pochette en PDF, ce que je trouve absolument démentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on a un pauvre scan d'un livret de CD, au lieu d'avoir des PDF, au lieu d'utiliser les ressources de coffre, par exemple l'iPad ou n'importe quel ordinateur aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai envie, moi, d'une pochette de disque qui soit comme Minority Report, comme dans Minority Report, c'est-à-dire des trucs qui partent du haut, du bas, je peux les bouger avec les mains, et donc du coup, le livret bonus, du CD, et d'être réellement dans le multimédia. Et ce que aujourd'hui, là où l'industrie de la musique fait et le cul entre deux chaises, c'est qu'en fait, il y a une approche old school avec des instruments qui ne le sont pas. Ouais. Alors qu'il faut repenser la manière de consommer la musique en numérique, et aussi repenser le visuel. C'est un truc que vous aviez fait à la toute fin des années 90 avec des albums CD qui étaient également des CD-ROM avec des programmes interactifs pour que le client, puis le consommateur puisse se réapproprier un peu la musique, monter ses propres petits bouts de clips interactifs, etc. Ça se fait plus depuis, c'est curieux. C'est vrai, alors que ça pourrait se faire de manière beaucoup plus facile. Je suis toujours étonné de voir des albums qui sortent et on a le visuel de l'album, c'est le PDF, c'est un scan. Julien, il y a eu des tentatives quand même d'essayer d'améliorer, puisque tu viens de l'industrie du disque, des tentatives d'améliorer le simple téléchargement du côté d'Apple notamment avec iTunes LP. Tu sais, cet ensemble qui permet d'avoir, en plus de la musique, les paroles, le karaoké, la vidéo, etc. Julien. Bien sûr, mais je ne crois pas qu'on soit encore dans la quintessence de l'album 2.0 que tout le monde attend. J'aime pas trop cette expression, mais bon, c'est ce que disait Jean-Michel. Il y a plein de choses à faire. On pourrait imaginer des choses, je sais pas, un livret en réalité augmentée,
Mais il n'y a rien n'est fait. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Et de toute façon, Julien le sait bien. Je veux dire qu'on peut faire juste une parenthèse sur l'expérience qu'on a pu avoir et que toi tu as pu avoir, Julien, dans une maison de disques classique. C'est que finalement, c'est finalement que le département dans lequel tu étais, que tu dirigeais, au fond, était un département qui était considéré comme une bête curieuse, qui tantôt était jugé suivant les résultats du trimestre ou du mois, comme étant la priorité absolue. Et d'un seul coup, le bureau se retrouvait à côté du bureau du patron qui n'y comprenait rien, mais qui disait c'est vachement important. Voilà. Et puis le mois d'après, parce que le numérique aux États-Unis a été considéré comme quelque chose de secondaire, se retrouvait à côté des toilettes au sous-sol. Donc c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Et donc et avec des gens qui avaient et qui ont toujours, c'est toujours un peu le même cas quand même, des gens qui ne comprennent pas et c'est le problème de l'industrie du disque, qui ne savent pas exactement comment approcher le monde de la distribution numérique. C'est compliqué, hein, je ne leur fais pas de procès, mais c'est vrai que c'est complexe. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Vous n'avez jamais eu la tentation de développer vos propres applications, à la fois pour le Mac ou pour l'iPad, pour faire de la musique? Si, alors, en fait, ça... je m'en sers d'ailleurs dans 2 versions renouvelées en ce moment en tournée de cette harpe laser, une qui fonctionne et qui est un instrument absolument génial. Vraiment, je dis pas ça parce que je l'ai conçu, mais c'est vrai que c'est un instrument qui est vraiment formidable et qui illustre parfaitement la conversation qu'on a, c'est-à-dire au fond d'utiliser la technologie pour essayer de présenter la musique d'une nouvelle manière. Et la harpe laser est tout à fait c'est un exemple. Et d'ailleurs, depuis un mois, j'utilise une mini harpe laser en plus de la grosse dans le set de percussion et de synthé que j'ai. Donc, alors, évidemment, il se trouve que j'ai un très bon copain et un ami avec qui on travaille beaucoup, qui s'appelle Thomas Alsina, que Julien avait peut-être rencontré à l'époque de Warner et qui maintenant faisait partie vraiment de la garde rapprochée de Steve Jobs, et il est responsable pour une grande partie de toutes les applis, de développement musical, de GarageBand, de tout ce qui s'est passé sur le plan du son et sur le plan de la manière dont les applis sont non pas conçues mais circulent dans le Mac. Et c'est quelque chose qui m'a donc on s'est penché très tôt. Moi je me suis penché très tôt sur la 3D on a fait les premiers concerts 3D avec des Macs qui n'étaient pas faits pour ça, mais en les trafiquant il y a déjà au moins une quinzaine d'années. Et notamment aussi quand les applis sont sorties, je me suis dit il faut absolument faire une appli tout de suite. Et puis finalement, j'ai pas trouvé l'appli que je voulais, que je n'ai pas trouvé encore, pour vous dire la vérité, parce qu'il y a énormément d'applis. Mais l'appli, si c'est l'appli pour sortir une harpe laser sur une mini harpe laser qu'on peut jouer sur un iPhone, franchement, ça, il y a un côté concours l'épine là-dedans qui me gêne beaucoup dans beaucoup d'applis. La question sous-jacente, c'était est-ce que les applications commerciales répondaient à tous vos besoins, ou si vous aviez eu besoin de customiser les applications, développer, inventer des nouvelles choses pour vos propres concerts, votre propre musique? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a par exemple développé beaucoup d'applis perso pour, par exemple, les gens du son et de la lumière en ce moment en tournée utilisent, et notamment et aussi du laser, utilisent l'iPad avec des applis qu'on a développées en interne pour se servir de l'iPad dans la salle, et tout est contrôlé à partir de l'iPad ou de l'iPhone. C'est-à-dire que par exemple le gars qui fait le son dans une salle, vous prenez une salle comme Bercy ou comme la Haute-Tour de Londres, maintenant il se balade dans la salle, il écoute il corrige les fréquences en fonction avec l'iPad, avec des applis qu'on a développées. La même chose pour le laser, où il règle le mec des lasers règle les angles par rapport aux salles et aux configurations des salles, tous les angles et toutes les différentes programmations de lumière, de laser et de son, complètement avec des applis qu'on a développées. Alors ça, c'est en interne sur le plan purement technique. Sur le plan musical, il y a effectivement pas mal de choses qui sont en train de se faire, et je dois dire que pour moi, encore une fois, imiter
un synthé analogique et de le retrouver sur un iPhone ou sur un iPad, pour moi, ne représente absolument aucun intérêt. Je dis bien, c'est un intérêt pour les gens qui n'ont pas les originaux, mais moi je les ai, donc je préfère vraiment, travailler sur les vrais, quoi. Voilà, de jouer du piano sur 10 cm, je préfère avoir un vrai piano. Il se trouve que j'en ai un, donc ça m'arrange. Voilà. Jean-Michel, on pourrait parler pendant des heures, hein, notamment, j'aurais voulu ce soir aborder le sujet d'Adopi, mais on n'aura pas le temps. On aura l'occasion de faire une émission spéciale sur Adopi. J'espère que vous aurez la gentillesse d'être parmi nous à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais là, on est un peu pris par le temps. On doit vous libérer, notamment Cédric qui est en duplex de New York et vous-même, Jean-Michel. Un petit mot, un gros mot quand même. Un bon moment sur la gamme Jar Technology. Pourquoi un artiste a ressenti le besoin de devenir comme ça entrepreneur, Jean-Michel, et se lancer dans la production de dock pour iPhone audiophile? Ça manquait aujourd'hui selon vous? Alors le marché est pourtant très développé. Alors en 3 secondes, en fait, moi je suis parti du principe, j'ai partiellement répondu au début de ce que je voulais vous dire, au début de la question, c'est-à-dire que pour moi, il y a par rapport, en tant que musicien, je pense que c'est extrêmement important de se préoccuper, exactement comme un violoniste préoccupe de la caisse de résonance et de la qualité du bois de son violon, de se préoccuper de comment la musique que je fais va être diffusée et va être reçue par les gens. Je trouvais effectivement qu'à partir du moment où la plupart des gens écoutent de la musique en MP3 et par rapport à notamment des iPod dock, essayons de partir de ça pour essayer d'améliorer l'ordinaire, je dirais, pour aller vers l'extraordinaire. Donc la première, ça a été ça, avec une chaîne qui s'appelle Aerosystem, qui à mon avis, n'a rien d'équivalent par rapport au prix, sur le plan de la qualité, sur le plan du concept, avec le fait qu'évidemment... C'est 199 € aujourd'hui l'Aerosystem. Et on n'est pas du tout obligé d'écouter seulement des choses de la marque Apple. On peut évidemment écouter une platine, il y a une prise qui permet d'écouter platine, DVD, etc. Et ensuite, évidemment, avec l'idée de développer ça, avec le fait, comme on le disait, je crois que c'était, je ne sais pas qui le disait, ou Julien, ou je ne sais pas qui disait qu'effectivement aujourd'hui, et à brève échéance, on va pouvoir télécharger des fichiers haute def, de la même manière qu'à la télé HD, on va arriver très très vite au son HD, et qu'effectivement, il faut être prêt à ça. Donc cette première chaîne, que j'appelle plutôt chaîne d'ailleurs qu'iPod Deck, puisque c'est le seul iPod Deck qu'on pose par terre, et non pas sur une table, donc avec des vraies basses acoustiques et non pas des basses émulées électroniquement, avec un vrai subwoofer dans le pied, une colonne de verre qui permet vraiment de restituer des basses de manière acoustique, et en même temps aussi en intégrant des notions esthétiques. On n'a pas le temps là non plus de trop le développer, mais je pense qu'il faut sortir de la fatalité des boîtes noires, et qu'aujourd'hui, une des manières de restaurer le important pour vous. Mais là, le design on voit est très important à tous les niveaux. Sans jeu de mots, on voit l'analogie avec... vous avez perçu le jeu de mots, mais c'est pas grave. Avec Apple et notamment... Désolé, c'est vrai. Voilà. Oui, trop facile. Non, il faut le dire, hein, parce que pour les avoir vues, elles sont très belles. Alors pour les avoir entendues, il faut l'entendre. Je vous la fais rapide. C'est quand même du son qui poutre, quoi. C'est-à-dire que c'est du son qu'on peut mettre très fort, sans distorsion, etc. C'est magnifique. Non, mais pas du tout. Moi, je l'ai pas reçu pour Noël encore. Mais non, moi je l'ai vu dans des salons, et vraiment c'est oulala, c'est un truc à faire peur aux voisins. En fait, ce qu'on a fait très rapidement, et je pense que c'est important de le dire, mais c'est même pas pour des raisons commerciales d'ailleurs, c'est pour vraiment des raisons conceptuelles. C'est qu'au fond, moi je me suis branché en tant que musicien sur une chaîne à fond avec les ingénieurs studio et de scène qui travaillent avec moi. Et donc forcément le résultat n'a rien à voir avec des gens qui... moi j'ai travaillé avec des tas de gens que je ne citerai pas, ou des marques que je ne citerai pas, mais je suis toujours sidéré de voir des ingénieurs dans leur... Non, pas du tout, pas eux, ils font pas de chaîne, ils font pas de choses comme ça. Mais si vous voulez, qui testent leurs enceintes de manière totalement théorique, ou d'un seul coup qui vont tester ça sur des obscurs enregistrements de trios de jazz tchécoslovaques, ou qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on écoute. Et donc tout ça demande on a eu une approche musicale et spécifique, et on sort beaucoup d'autres choses, notamment aussi l'Aerodream, qui est un concept, qui est l'équivalent du concept car dans les voitures. Je vous lis, 400 kg, 4000 watts, 3,4 mètres de hauteur, 400 000 €.
C'est ça. Alors il y a deux choses qui sont fausses. C'est pas 4000 watts, c'est 10 000 watts. Ah, 10 000 watts, bah, je vous parle. Et c'est pas 400 000 euros, ça c'est quelqu'un qui a parlé de 400 000 euros, mais aujourd'hui c'est un prototype qui n'a pas de prix particulier. Je pense qu'il y a quelqu'un dans un salon qui avait dit si jamais on avait à le faire fabriquer à la pièce, ça coûterait peut-être ce prix-là. Mais l'idée c'est exactement comme le concept car pour l'automobile, c'est de tirer l'industrie vers le haut, la recherche vers le haut, pour faire profiter dans justement des produits de grand public une technologie de pointe. Et c'est vrai que l'Aerodream est un peu le totem au sens propre et au sens figuré de cette société. Il faut et qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il faut l'iPad, c'est pour la petite histoire. Voilà. Pardon ? Il faut une petite échelle pour grimper et poser l'iPad à son sommet. Voilà, c'est vraiment un concept un concept doc. Pour voilà, c'est-à-dire je suis parti du principe qu'effectivement l'iPad ou l'iPhone vous donne accès à la librairie du monde et que nos grands-parents prenaient une échelle pour aller chercher les encyclopédies sur l'étagère du haut, et qu'on s'est dit que c'était assez marrant d'avoir une échelle high-tech pour aller poser son iPad en haut de la tour qui fait 3,50 m. Mais je vous rassure, il y a l'Airport Express, il y a tout ça. On n'est pas obligé de prendre l'échelle si on a le vertige. Jean-Michel, en gros, c'est ça maintenant un luthier numérique. En fait, tu es en train... Oui, je pense qu'à la fois, il faut s'occuper de la chaîne hi-fi du 21e siècle. Qu'est-ce que va être le sound system de demain ? Ça, c'est une chose qui m'intéresse. Et puis en même temps, évidemment, quels vont être les instruments de musique aussi, qui sont pas seulement les instruments de reproduction, mais on voit bien que entre la manière dont on restitue le son et la manière dont on le fabrique, tout ça se rapproche. Aujourd'hui, on peut faire du son et l'écouter sur son Mac. Donc tout ça se rapproche, et il va bien falloir à un moment donné que les gens qui font de la musique, qui font des instruments, et ceux qui fabriquent des haut-parleurs se rapprochent. Et c'est un petit peu l'idée avec l'aérosystème et Genre Technologies que j'ai voulu Rodrigo, restaurer ou en tout cas initier. Moi j'ai la chance d'avoir Étienne Vatelot dans ma famille, donc, qui est un luthier historique, qui répare les Stradivarius, etc. Vous avez inventé une catégorie, la musique à base de tous ces instruments numériques. Qui, diriez-vous, sont les gens qui ont été les plus inspirés par vous dans les autres musiciens ? Je crois que c'est un peu trop tôt pour dire les héritiers, mais les gens que vous avez inspirés. Bah ça c'est pas à moi de répondre, c'est plutôt aux gens qui sont de le dire. Mais il y a effectivement des ponts qui sont clairs maintenant avec des gens avec qui je crois il y a une affection ou une tendresse ou des passerelles instinctives. Et je ne parlerai pas d'aspiration de leur part seulement, mais d'aspiration réciproque, et que ce soit évidemment des gens comme R ou des gens comme Sébastien Tellier en France ou même des gens comme Daft Punk que j'aime beaucoup, mais aussi des gens comme... Pardon ? Je pensais à eux en particulier. Oui, c'est ce que je leur dis souvent, il y a forcément de l'oxygène dans l'air, on va dire. Oh, pas mal. Bon, mais je dirais ça plutôt en souriant, parce que j'ai un immense respect pour ce qu'ils font, et ils ont un style et quelque chose de tout à fait particulier qui leur appartient et qui est très très qui n'a rien à voir non plus avec ce que je fais, mais disons qu'il y a forcément des passerelles qui sont faites et qui me touchent et qui font que on est un peu dans le même bateau de la musique aujourd'hui électronique, quelle qu'elle soit, tout genre confondu, quoi. Jean-Michel, je vous arrête là parce qu'il faut qu'on passe aux questions Twitter. Il y a énormément de questions issues des internautes. On va en poser qu'une ou deux malheureusement parce qu'on est pris par le temps. Jean-Michel a d'autres occupations, Cédric doit y aller. Donc on passe tout de suite aux questions Twitter. Alors, question Twitter, question de FoxCity78. Ton dernier doc, Jean-Michel, est super mais onéreux. As-tu pensé à faire des produits plus grand public ? Et moi, je rajouterais, à quand un casque, Jean-Michel ? Au départ, ce premier doc à 799 € est cher, mais tout dépend de ce qu'on appelle cher. C'est que pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent à moins de 2000 € de ce qu'on a fabriqué. Donc je pense que c'est quelque chose de pas cher, mais il était très important quand même que le premier produit que nous sortions soit d'une qualité d'un niveau qu'on ne peut pas atteindre avec quelque chose à 100 ou 150 €. Mais l'idée, bien entendu, et c'est ce qu'on est en train de développer, c'est d'avoir
il y a notamment l'Aéropad 1 et 2 qui vont sortir, qui sont moins chers, même des choses encore moins chères en dessous de à partir de 499 euros pour l'Aéropad. Oui, et puis même il y a des choses en dessous de 200 euros qu'on est en train de sortir qui vont être assez marrantes et très bien. Et puis évidemment, moi je suis obsédé par le casque. Ah, quand même. Mais les casques, puisque je n'ai pas encore trouvé le casque qui me plaît. Alors donc je sais ce qui me plaît pas, je suis en train de chercher ce qui pourrait arriver à faire trouver disons l'équilibre entre l'esthétique, la manière dont on peut se balader de manière nomade, et en même temps un son qui soit pas le son pour moi caricatural de certains sons comme Dr. Dre ou Beats ou très à la mode. Bon, qui sont très à la mode, mais qui pour moi ne correspondent à un secteur un genre de musique qui est le hip-hop. Et encore, moi je pense que de toute façon un bon casque est un casque qui permet d'écouter tout. Et donc, donc c'est effectivement quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, et je pense qu'on va sortir un casque dans l'année 2012, j'espère en tout cas. Le casque que vous utilisez en ce moment, c'est quoi ? Le casque que j'utilise là j'ai en fait des oreillettes Bose. Ouais. Qui sont, j'ai pas mis un casque par-dessus la tête, j'ai mis les in-ear, enfin les Bose, et j'aime beaucoup aussi dans cette catégorie de in-ear, les Sennheiser aussi. Pour moi les deux meilleurs sont pour l'instant, c'est Bose et Sennheiser. Bose celui qui est qui a le petit truc en plastique là qui fait un peu sonotone qu'on met à l'intérieur pour pas que ça tombe. Je me souviens plus du nom, hein. Je me souviens plus de la référence. Et puis l'autre, c'est le nouveau Sennheiser qui n'est pas encore sorti, que j'ai eu la chance d'avoir d'ailleurs en Allemagne, qui est un Sennheiser avec noise cancelling, mais pas le casque, les in-ear, réducteur de bruit, et qui sont voilà, et il y a un réducteur de bruit à 3 degrés suivant si vous êtes dans un endroit bruyant ou pas bruyant, ou dans un avion, ou dans un endroit où il y a des travaux, etc. Et il est exceptionnel au niveau de la qualité. Alors, et surtout il marche en passif et actif. Il faut qu'on conclue, messieurs. Oui, et votre casque préféré en ce moment? Parce que c'est Noël bientôt. J'en ai plusieurs. J'aime bien le casque Sennheiser de base, qui est le quelque chose 25. Je suis pas très bon dans les références. Voilà. Et puis il y a un autre Sennheiser Noise Cancelling que j'aime bien aussi. Et puis les Bose. Pour moi, c'est Bose et Sennheiser qui sont le Quiet Comfort casques 3, que j'utilise beaucoup. Alors, dernière question, vraiment toute dernière question Twitter, parce que Cédric doit y aller, et on va essayer de répondre très rapidement. Alors, c'est une question de Baptiste Audal, et je la trouve intéressante. Verra-t-on un jour la fin du CD? Quel avenir pour les nouveaux supports audio de haute qualité, SACD, DVD audio? En clair, est-ce que le dématérialisé va finir par s'imposer, Jean-Michel? Alors, il faut se dire que SACD et DVD audio sont déjà rétro, ils sont déjà au musée. Hein, c'est même pas des choses d'avenir, c'est des choses qui appartiennent au passé, qui ont des échecs et commerciaux et techniques. Donc aujourd'hui, moi je pense que le physique a encore quelques années, plus beaucoup, mais il existe toujours. Je suis en pleine tournée là un peu partout, et c'est vrai que le physique existe toujours et survit toujours d'une certaine manière. Moi je pense que le physique existera toujours dans une manière qui est à inventer, dans la mesure où nous avons besoin, en tant qu'animaux analogiques dont je parlais pour conclure par rapport au début de cette conversation, c'est-à-dire qu'on est des animaux faits de chair et de sang, et qu'on a besoin d'un rapport tactile à ce que nous aimons, d'une manière ou d'une autre. Donc de toute façon, il faudra l'inventer. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que ce qui marche le plus aujourd'hui dans l'industrie de la musique, indépendamment du téléchargement, ce sont les beaux coffrets, les objets avec lesquels les gens aiment se côtoyer, ou qu'ils aiment toucher, aiment avoir des références tactiles. Donc ça, mais ça doit passer par une réflexion sur le support, et le support du CD, c'est l'objet le moins sexy du monde, puisque c'est un truc en plastique qu'on casse, c'est pas du tout inusable, et ça fait pas rêver. Donc il faut retrouver tout ça. Et je pense que évidemment le téléchargement doit passer par une amélioration des fichiers, c'est-à-dire du fichier haute def 96-24 ou autre. Mais quand on voit des gens comme Qobuz aujourd'hui, c'est parti déjà, et même de demain iTunes pourrait aussi le faire s'il le souhaitait, de
plus grandes manières. Ils ne le font pas pour d'autres raisons économiques, politiques, mais ils pourraient le faire de même. Ils pourraient déjà le faire depuis 2-3 ans déjà. Et d'ailleurs, Jean-Michel, tu l'avais fait en 5.1 et en 760 kilos à l'époque de Aéro. Voilà. Exactement. On l'a déjà. Voilà, exactement. On l'a déjà fait. Aéro, c'est le nom de vos docs, donc comme quoi on reboucle la boucle. Oui, et donc petit clin d'œil à Julien parce que c'était une période où on s'est éclaté justement à sortir quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si tu as su depuis que avec le Live in China du concert que j'ai fait ensuite, c'est le seul enregistrement qui a eu discographique et pas cinéma qui a eu le label THX et l'album Aéro sert de référence pour tester beaucoup de salles de cinéma, notamment dans les laboratoires George Lucas, etc., et dans les cinémas aux États-Unis à travers le monde. Donc, comme quoi, mais le 5.1 qui a été comme moi, je me suis vraiment impliqué, on s'est impliqué à l'époque avec Julien et toute l'équipe dans le 5.1, on était assez persuadés du succès du 5.1 et on s'est aperçu très vite que le 5.1 n'était pas quelque chose qui allait avoir un avenir sur le plan domestique en tout cas. En tout cas, merci Jean-Michel d'avoir participé à cette émission, de vous être rendu disponible. On va vous laisser puisque vous êtes un petit peu occupé en ce moment. Vous êtes en tournée, vous pouvez acheter la compile qui s'appelle c'est pas une compile d'ailleurs, ça s'appelle Essential and Rarities. C'est une réédition de un album hommage que vous avez fait en hommage à votre ami Francis Dreyfus, hein, c'est ça, Jean-Michel? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en 2 mots, c'est deux albums. Un qui s'appelle Essentials, qui est une sorte de Greatest Hits ou de Best Of, mais qui sont liés à l'aventure que j'ai eue avec mon producteur historique Francis Dreyfus, qui est décédé l'année dernière. Et un autre album qui s'appelle Rarities, c'est une sélection de morceaux que j'ai fait bien avant Oxygène, à l'époque du groupe de recherche, à l'époque qu'on évoquait tout à l'heure, quand j'étais vraiment étudiant et en culotte courte, mais qui a un mérite qui est assez marrant parce que ça permet de comprendre un petit peu comment les choses se sont développées après. Voilà, donc voilà. Et là maintenant, je travaille sérieusement sur 2 nouveaux albums en fait, pas un mais 2. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas sorti, je vais en sortir 2 d'un coup. Bien, merci Jean-Michel. On aurait pu parler des heures avec vous de musique, on aurait pu parler de téléchargement, d'OPI. Je pense qu'on a l'occasion, j'espère, de se revoir et de refaire une émission ensemble. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Amitié à tous et un salut particulier à Julien. On essaiera de se revoir un de ces jours et puis à bientôt à tous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Et on passe au coup de cœur. Messieurs, donc vos coups de cœur, on commence par Cédric qui est très en retard et c'est ma faute. Désolé Cédric. Bon, on a beaucoup chanté les louanges dans cette émission de l'Air-Drone, de Parrot, magnifique, oui. Magnifique jouet, sublime, un peu cher. Français. Société française, voilà. Oui, mais en plus, évidemment, gloire de l'ingénierie et de l'ingéniosité française. De Monsieur Sédou, oui. Monsieur Sédou, qu'on aime d'amour, donc disons-le. Mais heureusement, il y a quand même maintenant des options un peu moins chères. Ça se passe chez Griffin, vous savez, ces gens qui font des docks, des pochettes, des machins pour iPhone dans tous les sens. Griffin, ils ont sorti un truc qui s'appelle le Hello TC, qui est un petit hélicoptère qu'on peut faire voler avec son iPhone, son iPad, son iPod Touch, de manière très simple, hein, et surtout qui a un mérite immédiat, c'est que lui, il coûte pas 300 €, il coûte 50 €, voire même $50 dans le pays où je me trouve en ce moment. Voilà, c'est chez Griffin, c'est bien, c'est un chouette cadeau de Noël pour les enfants, au moins ça leur permettra de faire autre chose que d'écouter juste de la musique, par exemple avec leur iPod, et ça leur donnera un nouveau truc à faire avec leur iPad. Voilà, Griffin LOTC, inratable, 50 €. Je ne sais même pas pourquoi ce n'est pas déjà sous votre sapin. Merci Cédric, on passe vite à Rodrigo, on est en retard ce soir. Rodrigo. Comme vous ne le savez pas, je vais souvent chez les vignerons, parfois avec des amis. Ah bon? Suivez mon regard. Je ne vois pas. Un Cédric I, pas loin de Paris. Ah, pas de quoi il s'agit. À consommer avec modération. Parce que j'ai un foie un peu fatigué en ce moment. Et du coup, je commence à avoir beaucoup de caisses de vin chez moi. Et je sais pas ce que je bois, je sais plus ce qu'il y a dedans, je sais plus combien j'ai payé. Et on va t'aider, mon Rodrigo, on va venir, t'inquiète pas, ça va être vite réglé. L'enregistrement, j'arrive. Allez. Voilà. Et je me suis dit, mais bien sûr, ce qu'il me faut, c'est un logiciel de gestion de cave. Ouais, ça c'est comme les logiciels de gestion de vidéothèque avant où on rentrait la base de données de VHS, ça marche jamais ça en fait. Hein, ouais, mais en fait il y a une petite différence parce que maintenant je pourrais peut-être prendre l'étiquette et je le mettre dans ma base et puis ça marcherait peut-être sur mon iPhone synchronisé avec mon Mac. Tu nous avais présenté un truc comme ça, Bordeaux, peu comme ça déjà, non? Non, ça c'était pour reconnaître les étiquettes. Ouais. Là je vous parle pour gérer ta cave. Oui. Et en particulier à Noël où tu vas recevoir beaucoup de vin, bien sûr, comme tout le monde. J'espère, je compte sur toi. Et je me suis dit, ce serait quand même vachement bien un soft qui synchronise toutes ces informations sur mon Mac,
sur mon iPhone quand je suis en déplacement, voire sur mon iPad. Et il s'appelle comment? Eh bien, il s'appelle Vinoteka. Ça vaut cher? Vinoteka. Alors ça vaut un petit peu, mais allez, 1 ou 2 bouteilles, ça dépend de ce que vous buvez. Ouais. Mais ça vaut le coup. Parce que... 1 ou 2 bouteilles de Beaujolais ou de Côte-Rôtie? De Pétrus. Pétrus. Non, mais c'est pour les passionnés, vous voyez. On parlait de casques. Est-ce qu'on peut donner le prix? Oui. Mais je m'en souviens plus, vous me posez des questions. Il n'a pas fait le job jusqu'au bout. Il a un gage, c'est celui qui paye la prochaine Grave un bouteille. gage. Julien, ton coup de cœur. Mais ça marche sur toutes les interfaces et c'est vachement bien. Julien, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est grâce à Cédric que je l'ai eu. Bon, allez. Et oui, c'est une application qui s'appelle 5K Free. Ah, grave. Qui est une application qui permet de suivre le programme Couch to 5K. Qui permet... Vous avez le résultat à l'écran, regardez si c'est pas magnifique. Exactement, donc moi j'espère commencer bientôt. Hein. Non, mais j'ai bien compris. faut raconter ce que c'est un catch, on en a déjà parlé, hein, mais catch to 5K, c'est ce truc qui vous sort de votre canapé, qui vous fait courir. Même quand vous étiez juré que plus jamais de votre vie vous ne recourriez. Cédric, quoi. Voilà. Il a fondu. Il y a d'autres Cédric avant. M'énerve. Non, mais c'est pas vrai, il y a une manipulation génétique. Il est dopé, ce n'est pas possible. Et au passage, ça vaut 40 €, 39,90. Voilà. Bien. Alors moi j'aime bien toujours le matériel, donc j'essaie de vous en trouver un chaque semaine, hein. Je travaille moi. Qu'est-ce que c'est ça, messieurs? C'est une poupée, mais vous la voyez pas, c'est une poupée assez japonisante, mais vous la verrez lorsque la mission sera montée. C'est un disque dur de 500 gigas. C'est vraiment très poupée, hein, ça c'est clair. Alors je vous laisse deviner où est la prise USB. Oh non, c'est moche. Dis-nous. Non, s'il te plaît, non. Voilà, elle est sur le postérieur arrière. Voilà, c'est rigolo, ça s'appelle Xoupar Boy, donc c'est un garçon. Tu viens de gagner le badge explicite sur iTunes. Bravo. C'est un disque dur donc de 500 Go, c'est USB et c'est français. Voilà, ça coûte 149 €. Voilà, je te le dis. Merci messieurs, et merci de votre patience, merci Cédric, désolé du retard d'avoir participé à ce 82e de mémoire épisode d'On refait le Mac. On retrouve Cédric dès samedi dans plein écran sur LCI. Cédric, au sommaire samedi. Le shopping de Noël de plein écran avec nos amis Victor Jakimovic, Patrick Pierre Garcia, avec des trucs absolument magnifiques, des boombox de luxe, des projecteurs multimédia, des accessoires pour iPhone et l'hélicoptère dont je viens de vous parler d'ailleurs. Donc tu garderas des choses pour le shopping qu'on va faire nous dans la foulée la semaine d'après. Tu penses de toute façon, Rodrigo, vous le retrouvez sur Twitter. Toujours le moindre effort. Oui, Rodrigo, vous le retrouvez sur Twitter, vous le retrouvez également sur son blog, vous le retrouvez dans Refait le Mac. Vous le retrouvez sur SlideShare en ce moment, SlideShare. Et Julien également, tu me rappelles le nom de ton blog, Julien? The Media Crash. Media Crash, voilà, Media Crash. Et quant à moi, on se retrouve chaque semaine avec plaisir dans Refait le Mac. On essaiera donc la semaine prochaine de faire un spécial shopping de Noël et vous présenter des choses qu'on n'a pas forcément vues ailleurs, donc on n'essaiera pas trop de repasser des choses de ces Olivier, oui. slideshare.net/Rodrigo1971. Je vous apprends à faire une étude de marché, je vous apprends à faire une levée de fonds et je vous apprends à faire votre compte d'exploitation. C'est vachement bien. C'est bien, c'est vraiment pas hors sujet. C'est utile dans mon quotidien. Pour un journaliste, c'est indispensable. Peut-être pour On fait le Mac un jour, qui sait. Voilà. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir.